Je vous remercie de votre présence et de votre attention. J'ai le plaisir, comme vient de le dire M. Mohamed, d'être ici parmi vous pour vous parler de l'internement administratif et davantage de la déportation en Nouvelle-Calédonie. Alors, cette histoire de la déportation des Algériens du XIXe siècle en Nouvelle-Calédonie, elle débute avec la répression de la lutte des Ouled Sidchir, celle de 1864-1870. Elle se poursuit avec la répression des dites insurrections de 1871 d'El Amri du côté de Biskra et du Cheikh Bouamama. Pas moins de 178 acteurs du premier grand acte de la lutte des Ouled Sidchir ont été acheminés et débarqués en Nouvelle-Calédonie à partir de 1867. 122 autres Algériens, ayant pris une part active dans la lutte de 1871, ont été contraints de les rejoindre en 1874 et 1875. 8 autres ont écopé de la même peine suite à la dite insurrection d'El Amri. Enfin, et dès 1881, pas moins de 15 condamnés pour participation à la lutte conduite par le Cheikh Bouamama ont connu le même sort. Il semble qu'il faille ajouter à ce total 2 autres déportés de la dite insurrection des Aurès 1879, dont on ignore les noms. Au total, ce sont pas moins de 324 déportés en Nouvelle-Calédonie pour engagement actif dans 5 des luttes algériennes les plus marquantes de la seconde moitié du XIXe siècle que l'on recense nominativement. Les estimations les plus couramment admises avancent le chiffre de 2000 Algériens déportés, transportés ou relégués en Nouvelle-Calédonie entre 1867 et 1921. La plupart d'entre eux ont été condamnés en Algérie par des tribunaux militaires ou civils, essentiellement pour des crimes de droit commun. Inscrite à l'article 7 du Code pénal français de 1810, la déportation apparaît en 3e position dans la hiérarchie des peines, derrière la peine de mort et derrière celle des travaux forcés à vie. Si elle devance la condamnation aux travaux forcés à temps, c'est-à-dire à 10, 15, 20 ou 30 ans, c'est parce que la déportation est dès son inscription au code pénal une peine perpétuelle qui frappe ce que l'on appelle les condamnés politiques ou qui s'applique aux auteurs de faits dont le caractère politique est admis ou vaguement admis par la justice. Jusqu'en 1848, tout justiciable qui s'exposait au châtiment de la déportation pouvait également risquer la peine de mort. Suite à la proclamation de la Seconde République en France, le 4 mai 1848, l'Assemblée constituante abolit la peine de mort en matière dite politique à l'article 5 de la Constitution, adopté le 21 novembre 1848. L'abrogation de la peine capitale en matière de faits admis à la présomption politique ouvre la voie au déploiement d'une sensibilité punitive nouvelle, aussi déroutante que lente à se concrétiser. En effet, ce n'est qu'une quarantaine d'années après son inscription au code pénal que la déportation, ou guillotine sèche, selon une expression populaire, entre concrètement en application. Aussi, il est significatif que le législateur ait veillé à maintenir dans l'indéfinition les faits politiques que la peine de déportation était censée punir. Dans ce même code de 1810, le terme politique n'apparaît qu'à 2 reprises, aux pages 11 et 44. Il est vrai qu'une somme importante de faits commis à l'encontre de l'État et de la chose publique y sont définis, mais dans une partie au titre plus qu'évocateur et que vous voyez à l'écran. Les faits politiques véritablement reconnus comme tels et strictement différenciés des crimes de droit commun n'existent pas dans le code pénal de 1810. En règle générale, il appartenait à tout juge, mis dans le cas de statuer sur une affaire à forte présomption politique, de formuler sa sentence en reconnaissant ou pas au prévenu un mobile vaguement politique qui lui non plus ne s'énonce jamais formellement. Extrémité coercitive, la déportation aux antipodes. Aux antipodes, la Nouvelle-Calédonie se situe aux antipodes de l'Algérie puisqu'elle se trouve à 22 000 km. Donc la déportation aux antipodes des Algériens de la seconde moitié du XIXe siècle est l'expression d'un raidissement, d'un durcissement punitif. Pour mieux s'en convaincre, il est important de retracer l'historique
des pratiques d'éloignement et de privation des libertés mises en œuvre entre les années 1830 et 1880. Dès les débuts de la période coloniale, les guerres de résistance que les armées conduites par l'émir Abdelkader Ben Mahiddin et par le Hajj Ahmed Bey opposent à l'envahisseur sont ponctuées de prises d'otages et de captures de prisonniers de guerre pris dans le rang du commandement et des combattants algériens. Ils auraient été au nombre de 10 000 en juin 1843. Côté français, il apparaissait comme impérieux, comme inévitable, de soustraire au sol de l'Algérie ces personnages de réputation guerrière, d'un prestige toujours vivace parmi la société algérienne et dont l'origine sociale les identifiait souvent à l'élite du pays. C'est dans cette optique que la pratique de l'internement administratif, mesure appliquée sur décision du gouvernement général et sans procès aucun, fait son apparition dès le milieu des années 1830. Assorti d'éloignement dès ses débuts, l'internement administratif des Algériens en France métropolitaine se caractérise par un certain nombre de traits durables que vous voyez ici à l'écran et qui consistent dans l'indéfinition de l'essence juridique, du sens et de l'essence juridique du sujet politique ou prisonnier de guerre qu'il fallait frapper d'internement. Il y a aussi l'indétermination de la durée de la pénitence, de la peine, c'est-à-dire du châtiment. Troisième point, une tendance à l'indifférenciation à partir des années 1840 au moins des lieux d'éloignement et d'enfermement réservés aux internés de ceux désignés aux condamnés traités en purs criminels de droit commun. À ces trois attributs ou caractéristiques essentielles, on pourra ajouter la volatilité, l'instabilité ou l'itinérance des lieux d'internement que les historiens expliquent généralement par les saturations successives des établissements d'internement, parmi lesquels on pourra citer les plus connus, Sainte-Marguerite, Corté ou Calvi en Corse. Le convoi débarqué à Marseille le 27 juillet 1836 ouvre le bal des bataillons d'internés algériens. À partir de 1841, c'est vers une autre destination, l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes, que ministère de la guerre et gouvernement général de l'Algérie optent d'envoyer les Algériens notoirement impliqués dans la résistance à la conquête coloniale. Après la prise de l'Asmala de l'émir, le 16 mai 1843, plus de 300 hommes, femmes et enfants sont éloignés et enfermés à Sainte-Marguerite. Arrivés à surpopulation dès leur débarquement, l'île partage l'internement des Algériens avec le fort Brescou au large du Cap d'Agde, auquel s'ajoutent, à partir de 1844-45, les forts Saint-Pierre et Saint-Louis de Sète, de la ville de Sète, ainsi que le fort La Malgue de Toulon. En 1847, année de la réduction de la lutte conduite par l'émir, la totalité des lieux d'internement assignés aux Algériens atteignent des niveaux records de surpopulation. À partir de 1859, c'est vers la Corse, la caserne Saint-François d'Ajaccio, puis les citadelles de Corté et de Calvi, que le plus gros des bataillons d'internés algériens sont acheminés. La répression de la lutte des Ouled Sitchir, celle de 1864-70, sur seule décision administrative, expédie 500 combattants à la citadelle de Corté. Intervenu quelques années plus tard, le dit soulèvement de 1871 génère un total sans doute plus considérable que jamais d'internés et de condamnés par des tribunaux civils ou militaires. Beaucoup sont envoyés à Calvi, d'autres moins nombreux rejoignent la citadelle de Corté, estimé à plus d'1 millier. Le plus lourd du contingent des internés de 1871 est envoyé à l'île de Porquerolles, au large de Hyères. La citadelle de Calvi aurait enfermé jusqu'à 800 Algériens, parmi lesquels plusieurs dizaines d'acteurs des dites révoltes de l'Amri en 1876, Beskra, et des Aurès en 1879. Le bagne de Guyane française est certes plus connu pour les dizaines de milliers de droits communs condamnés aux peines de travaux forcés et de relégation que cette destination pénitentiaire reçoit en masse entre 1852 et 1938. Les archives d'Aix-en-Provence conservent à ce titre un fonds documentaire particulièrement riche, correspondant au dossier individuel de plus de 100 000 condamnés. On estime à plus de 20 000
la part des Algériens, dont beaucoup ont été livrés aux travaux forcés assortis de transportation pour participation aux luttes algériennes du XIXe siècle. En Guyane, comme à l'île Nou, en Nouvelle-Calédonie, des enceintes des pénitenciers du bout du monde renfermaient quantité de bagnards politiques, traités en criminels ordinaires pour des faits qualifiés de vol, d'incendie, de dévastation, de brigandage ou encore d'assassinat, souvent commis sur les personnes et sur les biens des colons. Nous sommes fondés à les tenir pour les auteurs d'actes de résistance commis individuellement ou par petits groupes en réaction à la colonisation de peuplement, aux expropriations, aux dépossessions et aux séquestres qui plongeaient si souvent la paysannerie algérienne dans la misère et le dénuement. Bien que prononcée à temps, la condamnation aux travaux forcés tendait à exclure, sauf cas d'évasion, toute possibilité de retour au pays natal, même après expiation de la peine et de sa durée. Vivre en bagnard, confiné du reste à endurer les conditions de l'esclavage. Comparé aux travaux forcés, l'internement administratif apparaît en effet comme un régime particulier de pénitence censé frapper des hommes dont le rang social et le prestige de l'action guerrière justifiaient, aux yeux de l'autorité coloniale, des mesures d'éloignement assorties d'un mode de captivité dont les rigueurs peuvent paraître moins accablantes que pour un condamné de droit commun, bien que ce constat doive être nuancé à l'aune des éléments que vous pourrez trouver ici à l'écran. L'indéfinition du type même du justiciable de guerre ou de fait politique explique la confusion des peines, mais aussi celle des lieux d'éloignement et d'enfermement indistinctement assignés aux internés et aux condamnés à des peines de droit commun. Cette même indéfinition justifie également le traitement criminel de droit commun d'une somme autrement plus importante de leaders et de combattants algériens pour qui toute motivation ou tout mobile politique était rigoureusement exclu. On sait par exemple que les 178 Oulad Sidchir envoyés en Nouvelle-Calédonie en 1867 n'étaient pas des déportés, mais des transportés, c'est-à-dire des individus condamnés à la peine de travaux forcés, peine de droit commun par excellence. On ajoutera que la répression des luttes algériennes du XIXe siècle, sur décision administrative ou sur condamnation judiciaire, intervenait toujours après la réduction, au sens militaire du terme, de chacune d'entre elles. De ce fait, le temps des châtiments individués offrait au pouvoir colonial des marges de mise en scène politique où celui-ci pouvait se garder d'opter pour une application systématique des peines les plus sévères afin de soigner son image à l'international auprès de l'opinion métropolitaine ou pour tenter d'apaiser les esprits parmi les Algériens. À court et moyen terme, l'introduction d'une distinction entre internés et condamnés à des peines de droit commun, puis entre déportés et condamnés à des peines de droit commun, pour des faits identiques ou fortement apparentés, tendait à jeter parmi les Algériens d'alors, du XIXe siècle, leurs contemporains, donc, un voile de suspicion sur tous ceux à qui l'autorité coloniale aura choisi arbitrairement, sans consultation, sans justification ni œuvre de pédagogie aucune, de ne pas appliquer ce que la hiérarchie des peines prévoyait de plus afflictif et de plus infamant, c'est-à-dire la peine de mort ou la peine des travaux forcés. En ce sens, on peut de nouveau observer que mesures d'internement et peines de déportation participent peut-être moins de la reconnaissance d'un véritable mobile politique à plusieurs centaines d'acteurs cumulés des luttes algériennes du XIXe siècle que d'une pratique punitive, instituée et déployée politiquement ou à dessein politique. Dès lors que l'on tient pour plausible ou pour recevable cette intention enfouie ou cachée, il est permis de tenir ce régime particulier de pénitence, qu'est l'internement administratif puis la déportation, parmi l'arsenal d'usages répressifs, mort au combat, exécution sommaire, internement, transportation, déportation, exil forcé, déclassement social, etc., comme autant d'instruments concourant, comme autant d'instruments répressifs concourant à une véritable entreprise de broyage des élites et des grandes légitimités algériennes du XIXe siècle, de leur vivant et post-mortem. On ajoutera pour finir
que la désignation de pénitences réputées moins sévères à une classe de chefs comptant parmi le plus haut commandement des luttes algériennes tend à parasiter la perception des postérités, c'est-à-dire la nôtre, pour qui le thème central en la matière peut ne plus être le vécu et le ressenti de l'internement ou de la déportation, les rigueurs de ces châtiments, l'illégitimité et l'arbitraire de ces châtiments, mais l'interrogation plutôt perplexe, voire parfois soupçonneuse, du traitement particulier fait à des hommes dont le leadership et le rôle moteur n'auront pas eu pour effet de les exposer aux peines les plus lourdes, c'est-à-dire à la peine de mort ou encore à celle des travaux forcés. Après la réduction de la lutte de résistance que l'émir a conduite 15 années durant, le grand captif du fort Lamalgue de Pau et d'Amboise fut interné au château Henri IV de Pau et au château royal d'Amboise, accompagné des 97 hommes, femmes et enfants qui composaient sa suite. 25 d'entre eux, soit plus du quart, mourront dans le courant de leur détention au seul château d'Amboise, où le froid, l'humidité et les quantités insuffisantes de bois de chauffage mis à disposition des locataires, entre guillemets, constituent les principales causes de décès. Des éléments de mise en scène politique ont sans doute présidé à la particularisation du sort réservé à l'émir, dont le traitement fait non seulement à sa personne, mais aussi à sa famille et à sa suite, qui, pour rappel, s'agissant de la suite, est un attribut royal, se devait d'arborer tous les atours formels ou extérieurement visibles de la reconnaissance par la France d'une dignité souveraine et de souveraineté d'un sultan, d'une figure royale ou princière, dont la détention dans des châteaux se voulait un terme solennel posé unilatéralement à la conquête coloniale de l'Algérie. La meilleure preuve en est la non-reproduction de cette pratique, dont seul l'émir a fait l'objet tout au long de la période coloniale. D'ailleurs, l'arrêté du ministère de la Guerre et du maréchal Soult, instituant le 30 avril 1841 l'internement administratif des prisonniers de guerre à l'île Sainte-Marguerite, stipulait explicitement que l'entière pacifiquement du pays pourra contribuer à leur élargissement. De ce fait, il est significatif que la libération des derniers prisonniers de l'Asmala soit intervenue en janvier 1848, soit quelques semaines seulement après la date du 23 décembre 1847. On ajoutera que la particularisation du sort fait à l'émir était une manière politiquement habile de clore un cycle d'affrontements particulièrement meurtriers au retentissement néfaste à l'international et auprès de l'opinion publique métropolitaine française. Pour rappel, cette guerre fut marquée par la politique de la terre brûlée, mise en œuvre par Bugeaud à partir de 1840-41, par la destruction de nombreux villages silo-ablés et étendues de culture arboricole, par les enfumades du Dahra, de la tribu des Ouladriyah par exemple, exterminée le 19 juin 1845, et par les famines peu connues de 1846. À considérer que la mise en scène ci-dessus détaillée exprime bien l'intention de fixer un terme à la phase de la conquête militaire de l'Algérie, on saisit mieux le raidissement, le durcissement répressif qui s'est abattu sur les leaders des luttes immédiatement consécutives à celles commandées par l'émir. En règle générale, les leaders des luttes qui s'intercalent chronologiquement entre la résistance de l'émir et les lames de fond dites insurrectionnelles des Ouled Sitchir et de 1871 semblent donc faire l'objet d'un autre traitement, puisqu'il n'était plus question de s'en emparer vivant et de les soustraire au sol de l'Algérie en les en éloignant par décision d'internement en France ou ailleurs dans l'Empire français. Ainsi, tandis que l'absence de règles apparaissait précisément comme la seule règle qui puisse caractériser le volet judiciaire de la répression des luttes algériennes du XIXe siècle, le sort fait aux chefs des mouvements qui succèdent de quelques années seulement à la résistance conduite par l'émir met en exergue, met en évidence tout ce que des pratiques apparemment confuses ou incohérentes, purement et strictement arbitraires, peuvent en fait cacher en termes de langage ou d'expression politique. En fait, les variantes répressives au moyen desquelles le cheikh Bouziane, Boubarla et Farman Soumer furent respectivement exécutés, mis à mort au combat ou internés en Algérie,
peuvent être interprétés comme autant de procédés d'homologation des découpages chronologiques que le pouvoir colonial entendait imposer de son seul fait. Passé la réduction de l'émir, il n'était plus question de tenir les luttes algériennes pour des mouvements de résistance, mais pour des révoltes qu'il s'agissait de mater sans l'ombre d'un ménagement pour les chefs notamment. À certains égards, c'est à la peine de déportation que l'internement administratif s'apparente le plus, ressemble le plus. Une somme d'analogies permet en effet de soutenir ce rapprochement. Dans le principe au moins, les deux procédés punitifs avaient pour fonction de frapper des individus activement impliqués dans le déclenchement, l'organisation et ou le commandement des luttes algériennes du 19e. Internement administratif et déportation avaient également en commun de réaliser ce qui semble avoir été un impératif inconditionnel aux yeux du pouvoir colonial, la nécessité de soustraire et d'éloigner du sol de l'Algérie tous ceux dont le rôle aura été central dans le commandement des luttes algériennes du 19e. Enfin, l'internement administratif, comme la déportation, excluait l'assignation des condamnés à l'obligation de travailler. Les points communs s'arrêtent ici. Tout le reste fait de la déportation une sorte de peine hybride dont les traits les plus saillants, les plus remarquables, balancent entre ceux de l'internement et ceux de la transportation. Tandis que les lieux, vous pouvez suivre à l'écran sur la carte, tandis que les lieux de l'internement administratif, Marseille, Toulon, Sainte-Marguerite, Sète, Corté, Calvi, se concentrent le long de la façade méditerranéenne, à la recherche de la marge continentale, puis insulaire, avec la Corse, de la France métropolitaine, ceux de la déportation, de la transportation et de la relégation, donc essentiellement la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, élisent domicile aux confins de l'empire colonial français à la recherche de l'antipode. S'il semble permis de soutenir que les délais de l'internement n'excédaient que rarement les 5 à 10 ans, ceux de la peine de déportation étaient perpétuels, au même titre que les travaux forcés. À la différence des internés, les forçats de Guyane et de Nouvelle-Calédonie étaient le plus souvent contraints de demeurer sur place, attributaires obligés de concessions forestières ou agricoles au terme de leur condamnation. Partiellement graciés à partir de 1880, les déportés algériens de Nouvelle-Calédonie demeuraient soumis à résidence obligatoire sur le territoire de la colonie. Enfin, tandis que les internés algériens pouvaient expier leur châtiment administratif accompagnés de leur famille, cette éventualité était rigoureusement exclue pour leurs compatriotes déportés, comme pour ceux qui étaient frappés de transportation ou de relégation. La comparaison des conditions auxquelles ont été réduits les déportés algériens et ceux de la Commune de Paris en 1871 laisse apparaître des différences parfois notables. Tandis que les premiers étaient privés de la possibilité de rejoindre le lieu de leur exil forcé, accompagnés de leur famille, comme on vient de le dire, les seconds en avaient, c'est-à-dire les communards, en avaient conservé le droit. Aussi, et c'est là sans doute la formulation la plus éclatante du traitement inégalitaire que l'on veilla à maintenir entre les deux classes de déportés, ceux de la commune ont été amnistiés le 11 juillet 1880, quand les Algériens furent progressivement et partiellement graciés à partir de la même date, sans que cette mesure de grâce ne s'accompagne de la levée de l'assignation à demeurer encore et toujours en Nouvelle-Calédonie. Il aura fallu attendre le 1er février 1895, soit près de 15 années de plus, pour que l'amnistie d'une poignée de déportés algériens, ceux qui étaient demeurés en vie, soit enfin actée. De retour en France, plusieurs anciens déportés de la commune se sont engagés en faveur de la cause de l'amnistie des déportés algériens. Initiée à Paris le 29 août 1880 par Olivier Pain, Henri Rochefort ou encore Louise Michel, une pétition intitulée « Rendez-leur la liberté » a recueilli près de 1500 signatures. Le 21 janvier 1886, le député Henri Rochefort dépose à l'Assemblée française donc, un projet de loi d'amnistie au profit des déportés des dites insurrections
de 1865, 1871 et 1880, par la voix de M. Beaumalien, député d'Alger, qui déclare « J'ai le regret de dire à M. Rochefort, il n'y a pas de condamnés politiques indigènes à la Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Les élus d'Algérie s'opposent farouchement à cette proposition qui finit par être rejetée, ce qui entraîne la démission du député Henri Rochefort. » Pour justifier les ajournements répétés de l'amnistie des déportés algériens, on est tenté de recourir à des arguments partiellement satisfaisants. Ces arguments consistent pour l'essentiel dans les appréhensions que le pouvoir colonial nourrissait probablement de crainte que le retour des déportés algériens en Algérie ne fût synonyme de réveil de la lutte anticoloniale. Aussi craignait-on qu'une fois rentrés au pays, ces mêmes déportés réclament la restitution des biens qu'on leur avait confisqués et dont la propriété était passée dans les mains des colons. Aussi fondés soient-ils, ces arguments semblent devoir être complétés par des motivations de portée hautement symbolique. En fait, l'ajournement de l'amnistie permettait de la contourner et d'appliquer à la plupart des déportés algériens de simples mesures de grâce présidentielle. Pourquoi? Parce que si les lois d'amnistie sanctionnent traditionnellement l'absolution totale et complète d'une collectivité de condamnés pour des faits de guerre ou de guerre civile, la grâce présidentielle se décrète quant à elle et en règle générale à titre individuel pour réduire, annuler ou remplacer une peine, mais sans en supprimer l'inscription qui demeure enregistrée dans le passif des casiers judiciaires. Tandis qu'une loi d'amnistie l'aurait exclu, les mesures de grâce prêtaient donc un semblant de justification juridique à l'assignation des déportés algériens à demeurer en Nouvelle-Calédonie, même après avoir été graciés, puisqu'ils gardaient un statut de condamnés, puisqu'ils n'avaient pas été amnistiés et que leur peine et leur statut de condamnés n'avaient pas été annulés. Aussi, et c'est là l'essentiel, les atermoiements, c'est-à-dire les ajournements de l'amnistie des déportés algériens, s'expliquent par le refus de les tenir pour éligibles à l'application d'un mécanisme d'absolution à forte connotation politique, dès lors que la plupart avaient été graciés entre 1880 et 1895 et qu'il ne restait plus parmi ceux-ci qu'une poignée de survivants, il était moins lourd de sens de les amnistier, d'autant plus que cet acte se réduisait en pratique et dans les faits à une levée d'assignation à demeurer en Nouvelle-Calédonie. Depuis le procès jusqu'à l'amnistie, l'attitude des autorités françaises vis-à-vis des déportés algériens de 1871 peut se résumer à cette nuance dont on pourra apprécier la subtilité. Les Algériens de Nouvelle-Calédonie ne devaient en aucun cas être tenus pour des condamnés politiques, mais pour des condamnés de droit commun auxquels la justice avait consenti à appliquer la peine politique de la déportation. Tenu à Constantine de mars à septembre 1873, le procès des 213 chefs de la dite insurrection de 1871 est édifiant à cet égard. Son issue s'est soldée par le prononcé de 34 déportations. Or, les prévenus ayant écopé de cette peine ont été jugés pour des crimes de droit commun. Leur jugement a été confié à une juridiction criminelle par excellence, celle des assises, qui s'est donc chargée d'appliquer à 34 d'entre eux la peine politique par excellence, c'est-à-dire la déportation. Le traitement réservé lors de ce même procès à Boumzarag el-Mokrani, chef de la dite insurrection de 71, est particulièrement instructif. Son cas montre à quel point l'administration judiciaire excluait de reconnaître toute forme de dignité politique aux leaders de 71, alors même qu'elle était abolie en matière politique depuis 1848. C'est à la peine de mort que Boumzarag fut condamné en première instance. Prononcé le 27 mars 1873, ce verdict fut commué après appel en déportation le 19 août 1873. En fait, l'acharnement dont Boumzarag el-Mokrani a fait l'objet ne peut se justifier autrement que par l'intention d'éviter que la peine politique à laquelle le personnage a été condamné
en viennent à le confondre avec un condamné politique. Tandis qu'un nombre indéterminé de déportés algériens avait fini par pouvoir s'embarquer à destination de l'Algérie le 22 août 1895, à la faveur de la loi d'amnistie du 1er février de la même année, Boumedienne fut contraint de demeurer en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1904. Exclu de la loi d'amnistie, il fut gracié le 23 janvier 1904, enfin autorisé à retourner en Algérie après 30 ans de déportation. Boumedienne débarque à Marseille début juillet 1904, d'où il rejoint Alger. Assigné à résidence, le personnage n'aura pas obtenu autorisation de se rendre à la Qal'a d'Ibn Abbas, son berceau familial. Il mourut à Alger en mai 1905 et repose au cimetière de Sidi Mohammed. Un des chefs d'inculpation retenu à charge de quelques prévenus du procès de Constantine présente sous certains aspects les traits d'un motif d'accusation de type politique, sanctionné par la loi à l'article 91 du Code pénal, le même, celui de 1810. Ce motif d'accusation permet d'engager des poursuites et de punir de mort tout auteur, je cite, d'un attentat dont le but sera soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes. Ainsi, si l'attentat ayant pour but d'exciter la guerre civile autorise à interpréter l'article 91 en un sens politique, la suite, c'est-à-dire la dévastation, le massacre et le pillage, dépersonnalise cette accusation qui tombe sans doute à dessein, c'est-à-dire de manière intentionnelle, voulue, sous le coup de l'ambivalence sémantique ou du double entendement contradictoire, à la fois politique, l'attentat, et de droit commun, la dévastation, le massacre et le pillage. D'ailleurs, jamais Boumedienne el-Mokrani n'aurait été frappé de la peine de mort en première instance si l'accusation d'attentat portée à sa charge avait été interprétée en un sens politique, puisque, comme on a pu le dire, la peine de mort était abolie en matière dite politique depuis 1848. D'un point de vue plus général, la formulation de l'article 91 tend à confirmer que l'accusation pleinement et entièrement politique, celle qui reconnaîtrait la dignité de prévenu politique à tout accusé donné, n'existe pas en droit français au XIXe siècle, à tout le moins. Accuser plusieurs chefs de la dite insurrection de 71 d'attentats ayant pour but d'exciter la guerre civile exprime d'emblée un parti pris politique qui pose problème. La réfutation du recours à la notion de guerre civile dans l'Algérie du XIXe siècle se fonde tout d'abord sur ce que le droit colonial lui-même ne reconnaissait pas aux Algériens, qualifiés d'indigènes, de musulmans, d'arabes, de kabyles, etc., la qualité de citoyens. Aussi, et c'est là l'essentiel, les nombreuses luttes du XIXe siècle prouvent que les Algériens de l'époque n'admettaient pas l'ordre colonial qui s'était imposé à eux par la force. Plusieurs témoignages qui ne prétendent pas à l'exhaustivité, mais qui sont cités simplement en exemple et que vous voyez à l'écran permettent d'en attester. Comme on a pu le voir, la réduction de la lutte conduite par l'émir s'en était suivie d'une scénographie aux accents éminemment politiques, emblématique de la répression judiciaire ayant fait suite à la dite insurrection de 71. Le procès de Constantine participe du même phénomène. En effet, sur un total de 213 prévenus, on dénombre 101 acquittements, grâce et absolution, 4 condamnations à la réclusion, 6 à l'emprisonnement, 6 aux travaux forcés, 9 à la détention, 32 à la déportation, 2 à la déportation dans une enceinte fortifiée et 53 condamnations par contumace. Pour comprendre cette issue, qui peut paraître d'une sévérité contenue, il importe de resituer le procès de Constantine dans son contexte. En effet, le colonat d'Algérie avait obtenu entière satisfaction de ses principales revendications, parmi lesquelles on pourra citer la mise en scène d'un gigantesque mouvement de séquestre
qui s'était traduit par la ponction de 2,6 millions d'hectares prélevés sur la propriété de 313 tribus et par l'éviction, l'élimination définitive d'un grand nombre de hautes dignités algériennes, soit par élimination au combat, décès dans le courant de la détention préventive, le cas du Cheikh Haddad, par éloignement, exil ou encore par déclassement social. L'impression de mise en scène qui s'exhale de l'issue du procès de Constantine, donc de la répartition des peines dont je viens de parler, que je viens de détailler, se confirme du reste en ce que celui-ci, c'est-à-dire ce procès, contraste avec les rigueurs d'une répression implacable. Outre un séquestre d'ampleur inédite, les tribus algériennes ont été frappées de 36 millions de francs d'amende de guerre et de la saisie de 80 000 fusils. Au chapitre des pertes humaines, la répression militaire s'est soldée par un minimum de 30 000 morts parmi les Algériens, dont la réalité des pertes se situe sans doute et plus probablement autour des 90 000 à 100 000 morts. Concernant le sort réservé aux hommes de commandement, on rappellera que tous n'ont pas été jugés au procès de Constantine, puisque certains, et pas des moindres, ont été tués au combat. Tel est le cas par exemple du chef politique et militaire de la dite insurrection de 71, Mohamed Ben Hadj Hamed al-Mokrani, tombé au champ d'honneur le 5 mai 1871. Il en va de même pour Malik el-Berkani, petit-fils d'un khalife de l'émir, et qui proclama l'expansion du djihad au marché de sa tribu, les Atmenasr, dans la région de Cherchel, le 13 juillet 1871. Malik el-Berkani a été tué au combat le 2 août de la même année. Cette élimination trahissant sans doute et au passage les craintes que la lutte de 1871 n'acquiert un caractère de généralité en se propageant à tout l'ouest du pays. L'engagement du personnage en question avait pour conséquence d'embraser le Cherchélois jusqu'aux environs de Ténès, extrémité ouest du dit territoire insurrectionnel de 71. Un autre cas significatif est celui du Cheikh Haddad, vieil homme chenu âgé de plus de 80 ans au moment des faits. La proclamation du djihad dont il fut l'auteur, le 8 avril 1871, dans la vallée de la Soumam, entraîna l'engagement de quelques 120 000 combattants. Arrêté le 13 juillet 1871, le cheikh fut maintenu en détention préventive à la prison civile de Constantine tout au long de l'instruction du procès qui s'est tenu dans la même ville. Rédigé dans le courant de sa détention préventive, plusieurs rapports médicaux adressés aux magistrats en charge de l'instruction du procès de Constantine avaient signalé l'état de santé alarmant dans lequel il se trouvait. Ces rapports exhortaient en vain leur destinataire à le transférer dans une résidence surveillée. Condamné à 5 ans de détention le 19 avril 1873, le Cheikh Haddad mourut quelques jours plus tard, le 29 avril de la même année. Le volet judiciaire de la répression de 71 montre que le procès de Constantine est bien loin de constituer le seul pourvoyeur de condamnés. Le compte général de l'administration de la justice criminelle en France pour les années 1872-1873 et qui retrace les résultats des travaux des tribunaux de l'Algérie montre que le total des Algériens ayant fait l'objet de poursuites judiciaires en rapport avec 1871 se monte à 646 individus, parmi lesquels 401 condamnés. Donc, rapporté à l'effectif total des prévenus, les 213 prévenus jugés aux assises de Constantine en constituent le tiers. Cette proportion nécessite même d'être revue à la baisse dès lors que l'on prend en compte les nombreux combattants algériens condamnés par des tribunaux militaires, à l'instar des 39 accusés ayant comparu lors du procès de la dite affaire de Soukaras, jugé par un conseil de guerre réuni à Annaba en mars 1873. On ajoutera que l'effectif des condamnés algériens en lien avec la répression de 1871 doit être augmenté du millier d'otages ayant fait l'objet de mesures d'internement administratif à Porquerolles et à Calvi. D'étranges coïncidences affectent parfois la destinée de quelques-uns des principaux leaders de 1871, tous condamnés à la déportation par le tribunal de Constantine. Fils cadet du commandeur de la Rahmania, Aziz Haddad fut condamné à la déportation le 19 avril 1873. Il s'évada
de Nouvelle-Calédonie en avril 1871, soit quelques mois seulement après la promulgation de la loi d'amnistie du 11 juillet 1880, dont seuls les déportés de la commune de Paris devaient bénéficier. Au départ de Nouméa, Aziz a rallié la ville de Sydney en Australie à bord d'un navire britannique avant de rejoindre l'Égypte le 10 juin 1881. De sa présence au Mashrek, on retiendra qu'il a accompli son pèlerinage à la Mecque, où il se chargeait de l'encadrement et de la prise en charge des pèlerins en provenance du Maghreb jusqu'en 1895, et que les autorités consulaires françaises se sont constamment et invariablement refusées à lui délivrer l'autorisation tant réclamée par ses soins de rejoindre l'Algérie, le considérant encore et toujours comme un homme dangereux. Après la promulgation de l'amnistie adoptée le 1er février 1895, à l'attention des déportés algériens de Nouvelle-Calédonie, Aziz Ahdad s'est rendu à Paris, sans doute dans l'intention de faire valoir auprès des autorités centrales son droit à retourner en Algérie. C'est dans la nuit du 21 au 22 août 1895, au domicile du communard et ancien déporté de Nouvelle-Calédonie, Eugène Moreau, qu'Aziz Ahdad s'est éteint à l'âge de 55 ans. La date de son décès correspond exactement et jour pour jour à celle à laquelle la poignée de déportés algériens demeurés en vie ont enfin été autorisés à s'embarquer pour l'Algérie au départ de Nouméa. Sur les 213 prévenus jugés au procès de Constantine, 3 ont été frappés de la peine de mort en première instance, avant commutation de ce jugement en déportation. Il s'agit de Boumzarag Moukrani, dont on a pu voir combien les autorités françaises s'étaient obstinées à prolonger les délais de sa déportation. Il s'agit aussi de 2 autres personnalités de premier plan, Al-Hussein ben Moulay Shikfa et Mohamed ben Belqasem ben Fial. Les 2 personnages furent inculpés pour leur rôle majeur dans la mobilisation et l'embrasement des Babors, des régions de Djidj, d'El-Khol, de Mila et d'El-Miliya. Tous 2 ont été condamnés à mort avant commutation de leur peine en déportation le 28 août 1973. Tous 2 sont morts en France lors de leur détention dans les prisons de transit, c'est-à-dire dans les prisons à partir desquelles devait s'organiser l'embarquement des déportés algériens en direction de la Nouvelle-Calédonie. Le premier s'est éteint au fort de Kellern, une île au large de Brest, le 12 mars 1873, et le second à l'hospice maritime de Brest, le 20 avril 1874. Ces 2 décès sont loin de constituer une exception. Comme en atteste le témoignage que vous voyez à l'écran, il y en eut bien d'autres dans les prisons de transit. D'autres déportés algériens avaient rendez-vous avec la mort lors de la traversée des océans Atlantique et Indien, les conditions de leur acheminement vers la Nouvelle-Calédonie expliquant largement leur fin. Le cas échéant, le corps du défunt était jeté par-dessus bord. Embarqués dans des bateaux à voile, les déportés voguaient sur une mer souvent démontée pendant 88 à 190 jours, soit entre 3 et 6 mois. Il va de soi que des bateaux à vapeur auraient pu être employés si l'on avait tenu à réduire la durée de ce périple aux multiples dangers. Le plus clair de leur temps, les déportés étaient entassés à 50, 80, voire même à 100, dans des cages métalliques, placées au fond des cales des navires. Il n'était pas possible de s'y tenir debout. Les conditions d'hygiène y étaient indescriptibles. Pour toute alimentation carnée, les convoyés ne pouvaient consommer que du porc. La distribution de l'eau était rationnée, 3/4 de litre par jour et par personne. L'accès au pont du bateau était également réglementé, pas plus d'1 heure par jour. Au départ de Brest, le navire La Loire transportait à son bord une quarantaine de déportés, parmi lesquels plusieurs Algériens. Ce convoi se distingue par le taux de mortalité particulièrement élevé qu'on y enregistre entre le 5 juin et le 17 octobre 1874. Sur un total de 40 convoyés, 5 ont péri en mer, soit un taux de mortalité de 12,5%. Au moins 2 d'entre eux étaient algériens. Il s'agit des dénommés Amar ben Keldout, originaire de l'Khdariya, et d'Ahmed ben Berrah, originaire de Bourj Bouaririj, décédés les 8 et 10 septembre 1874. Comme vous pouvez le voir à l'écran, plusieurs témoignages de communards
permettent de se faire une idée assez précise du traitement réservé par l'administration pénitentiaire aux déportés algériens de 1871 au moment de leur débarquement sur le sol de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi et surtout de l'état de santé fortement dégradé dans lequel nombre d'entre eux se trouvaient au terme de la traversée. Les déportés algériens devaient ensuite rejoindre les quartiers que l'administration pénitentiaire avait opté de réserver à chacune de ces trois catégories de condamnés: les travaux forcés, les condamnés à la déportation dite simple et les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée réservée à ceux que l'on tenait pour les plus dangereux. Ne comprenant pour l'essentiel que des condamnés de la dite insurrection des Oulad Sidchir parmi les Algériens, la première catégorie, donc celle des travaux forcés, était envoyée au bagne de l'île Nou, que vous voyez ici, qui est visible à l'écran. Le bagne de l'île Nou, ici, au sud. La deuxième, à l'île des Pins, et la troisième à la presqu'île de Bouraï, ou Nouméa, qui est là. La troisième est ici. La presqu'île de Ducos, pardon, pas de Bouraï, c'est la presqu'île de Ducos. Donc, dès leur arrivée, les forçats étaient rasés, tutoyés, habillés de loques et affublés d'un matricule. Ceux de Nouvelle-Calédonie sont à l'origine des travaux d'assèchement des anciens marais qui forment désormais la partie plane de Nouméa, souvent punis de la chaîne ou littéralement rivés. Les forçats s'exposaient aussi à la brutalité des surveillants ainsi qu'à de graves sévices corporels. Un témoignage de Montrouzier, prêtre officiant en Nouvelle-Calédonie, permet d'en juger. À l'île des Pins, quartier des condamnés à la déportation dite simple, on sait qu'il fallait chercher du bois pour cuire la nourriture, insuffisante, qui était distribuée crue. Il fallait aussi édifier son propre abri. Le restant du temps, beaucoup furent contraints de travailler, les déportés tournaient en rond sur la plage ou dans la forêt, rongés par l'oisiveté. Beaucoup furent contraints de travailler pour l'administration à 80 centimes par jour. D'autres, plus nombreux, firent venir des chèvres dont ils vendaient le lait et le fromage fabriqués par leurs soins, à la presqu'île de Ducos, quartier des condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée, peine réservée à ceux que l'administration tenait pour les plus dangereux. Il n'y avait pas d'enceinte fortifiée où les condamnés auraient été à l'abri. Succession de collines arides, la presqu'île de Ducos présente un sol particulièrement sec où le couvert végétal est quasiment inexistant. Les déportés ont donc dû subir l'implacable soleil tropical. On peut aussi se demander comment ils faisaient pour cuire la nourriture qui leur était également distribuée crue. Bagnard est déporté de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, ayant eu la chance de survivre à leur châtiment, devait prendre en charge une concession agricole ou forestière, de la défricher au besoin et de la mettre en culture pour assurer leur subsistance. Après la loi d'amnistie de 1880 surtout, les déportés algériens de Nouvelle-Calédonie ont dû mettre en culture des exploitations agricoles dont l'étendue variait entre 4 et 5 hectares. Il est important de souligner tout ce que cette pratique imposée comportait de moralement dégradant pour les sujets issus des colonies qui, de leurs conditions de colonisés frappés par la colonisation, étaient mis dans la situation aliénée et aliénante du colonisé colon sous-traitant. Pour conclure, on insistera sur le fait que la déportation était un non-lieu, un hors-monde, où les déportés algériens se bricolaient littéralement, étant bien que mal une existence, aux antipodes géographiques de leur pays, de leur famille et de leurs proches. Installé à Nouméa jusqu'en 1905, Boumzarag al-Mokrani y ouvre un café avant de monter une entreprise assez florissante de transport postal, dont les cavaliers et conducteurs de fiacres se composaient exclusivement de compatriotes. À Bouraï, zone d'attribution de concessions agricoles, les déportés algériens organisaient une fantasia à chaque occasion rituelle.
Tout Algérien de Nouvelle-Calédonie se faisait un devoir de posséder au moins un cheval, et l'usage s'est transmis de génération en génération jusqu'à ce jour, comme le confirme ce témoignage d'un descendant de déportés et que vous voyez à l'écran. Le rôle que le cheval prend dans la vie des déportés de Nouvelle-Calédonie est un premier indicateur de leur attachement pour leur culture. À ce titre, on sait aussi que les déportés algériens ont édifié vers la fin du XIXe siècle une rouba de Wali, ou Saint-Maraboutique, du côté de Bouraï, à l'est de Nouméa. Un concessionnaire algérien y a cédé 1 hectare de sa parcelle en 1886 pour l'installation d'un cimetière musulman, plus connu sous le nom de cimetière de Nessadio. C'est à cet emplacement que la rouba du Wali Sidi Moulay fut érigée. Il s'agit d'une construction modeste en argile blanchie à la chaux. Des cérémonies rituelles s'y déroulent encore aujourd'hui autour de la bâtisse, mais aussi des arbres et de la rivière de Nessadio, où Sidi Moulay a été retrouvé noyé en 1891. Le saint homme a fait l'objet de récits hagiographiques, dont les descendants des déportés de Nouvelle-Calédonie conservent le souvenir, comme en attestent les témoignages que vous voyez à l'écran. Sur leur concession agricole de Nouvelle-Calédonie, les déportés algériens pratiquaient la transhumance selon la tradition pastorale algérienne. On leur doit aussi l'apport de la culture du palmier dattier, dont on ignore les conditions d'introduction. Il est probable que les déportés aient emporté des dattes enfouies dans les poches de leur burnous ou de leur kachavia, qu'ils en aient conservé les noyaux avant de les planter une fois débarqués en Nouvelle-Calédonie. La présence de palmiers dattiers est attestée au moins à partir de 1877, au camp de la 5e commune à l'île des Pins, quartier des déportés algériens. On sait aussi qu'au moins un figuier a été introduit par les Algériens en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il est important de signaler qu'en 1878, lors du plus grand soulèvement kanak du XIXe siècle, les vallées de Bogem et Nessadio, toutes deux travaillées par des concessionnaires algériens, ont servi de refuge aux combattants kanak. Voilà, je vous remercie de votre attention.